d'instabilité assumée. Le théâtre vient de l'arrêt d'un sacrifice. Moi, je pars de l'hypothèse qu'en fait, ce qui va faire humanité se nourrit de soi-même. Voilà. Donc, on ne sait pas, à cette époque-là, archi lointaine, qu'au fond, celui qu'on est en train de manger sont semblables. C'est simplement, voilà, voilà, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a puis il y a des trucs, voilà, qui vont s'appeler humains plus tard. Mais ces centaines de milliers d'années qui vont passer vont se passer comme ça. Alors, ce qu'on va appeler l'anthropophagie, mais pour moi, c'est pas de l'anthropophagie, c'est vraiment, c'est normal, quoi. C'est la vie normale. Légèrement ritualisée. Légèrement, parce qu'il faut bien, on voit bien quand des lions bouffent un truc, ils sont plus ou moins en cercle autour de la gazelle. Hein, ils se montent un peu dessus, mais bon, ils sont un peu autour de la gazelle. Donc, quelque chose d'un cercle vient, mais voilà, on ne se dit pas, tiens, je vais me mettre en cercle pour bouffer une gazelle. Il se trouve qu'il y a la gazelle, et que pour bouffer la gazelle, il faut se mettre en cercle pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Bon. Et le théâtre, c'est ça. On est en cercle autour d'une gazelle, quoi. Seulement, la gazelle, un jour, elle a dit non. Alors moi, c'est vraiment, pour moi, c'est là que j'inscris tout. C'est-à-dire que c'est la gazelle qui dit non, qui, au moment où elle dit non, articule quelque chose. On n'est plus dans un grognement, on pose un signifiant. Ce signifiant signifie aussi « je », c'est-à-dire jusque-là j'étais de la pâtée pour les autres. Or là, le fait simplement de dire non te constitue comme sujet, on va dire plus tard. Hein. Et les autres sont complètement sidérés, parce que ça veut donc dire tout à coup qu'un truc qui mange, c'est-à-dire le lendemain c'est l'un d'eux qui fait le repas, hein, pourrait avoir au fond une existence propre, enfin quelque chose et c'est là le grand événement qui va, finalement toute l'humanité va se déployer à partir de là, eh bien ils ne vont pas la bouffer. Donc s'ils ne la bouffent pas, elle va revenir parmi les siens. Donc tout à coup un sujet, enfin un truc pris dans la mélasse, se constitue comme sujet, revient dans la mélasse. Et la mélasse, ça y est, c'est fini, c'est plus une mélasse. Ça devient un sujet, un sujet, un sujet, un sujet, un sujet. Et là, ce qui est passionnant, d'un point de vue théâtral, c'est que ce un-là, il vient de vivre un truc que les autres n'ont pas vécu. Puisque quand t'es bouffé, tu peux jamais revenir. T'es mangé, donc tu peux pas raconter ce que c'est qu'être mangé. Tandis que là, elle va raconter, et donc ça va constituer le récit de toute l'histoire de l'humanité après, qu'est-ce que c'est de ne pas être mangé. Et alors là, on ouvre les vannes à tout, en fait. Parce qu'à partir de là, tu peux constituer le langage, tu peux constituer le lien social, puisque le lien social, ça n'est à la base simplement qu'un qui est respecté par les autres. Et puis comme tous les uns sont respectés ou respectables, ou pas, hein, évidemment, on peut évidemment se bouffer, s'entretuer, etc. Mais ça va être la gestion de ce moment-là. Voilà. La question indigène, alors elle va être importante en tant que minorité, et on va la retrouver ensuite en 92 au moment de la rencontre 500 ans de résistance indigène, noire et populaire, autour des 500 ans de la colonisation.
il va y avoir un événement officiel labellisé dans le cadre de l'exposition universelle de Séville, Rencontre de deux mondes, pour célébrer officiellement cette colonisation, ce qu'elle a pu apporter, etc. Alors on ne parle pas justement de colonisation. Les choses sont rebaptisées, euphémisées, il y a quelque part un déni, une révision de l'histoire à travers cette appellation même. On parle de rencontre de deux mondes. Du coup, il y avait le comité Amérique centrale, il y avait l'association France-Guatemala au Puy. Donc là, il pose un acte politique en renommant la chose, 500 ans de résistance indigène, noire et populaire, et en l'occurrence une contre-célébration. Pourquoi au Puy? Je ne pense pas que ça tient à la sociologie et à l'anthropologie du Puy, qui est plutôt une ville catho-droite, je dirais, mais à majorité, ce qui veut dire qu'il y a forcément une minorité, là où on a des majorités comme ça, et on a des minorités actives. Et ça s'élargit avec cet événement-là, puisque là, on rentre dans la grande histoire, je dirais, et dans une actualité. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un continuum entre cette colonisation et ce qu'il en reste aujourd'hui. Ça correspond à cette problématique des droits de l'homme, mais abordée de façon concrète. Mais c'est vrai que ça fait quand même des clics, parce que là on est dans une radicalité de la violence, dans un extrême de la violence, qu'on convertit la colère et la révolte ou l'indignation en action, acte artistique ou acte politique, mais on ne subit pas un déterminisme social, une situation de dominée, etc. Ce n'est pas une fatalité, on peut avoir prise dessus. Et chez Bruno, c'est une prise par la prise de parole. Disons qu'il y a la nécessité d'aller au Guatemala pour voir ce qui se passe là-bas. J'y vais une dizaine de jours avec une équipe de journalistes, notamment du monde diplomatique. Il y avait Maurice Lemoine, il y avait des gens de la télé, de la radio, autres. Il y avait Daniel Mitterrand à ce moment-là qui intervenait, qui soutenait Rigoberta Menchú, qui était un peu la figure des peuples guatémaltèques indigènes opprimés et qui commençait à être médiatisé, qui par la suite sera prix Nobel de la paix. Donc à ce moment-là, il y a 27 pays représentés. Et c'est, je pense, une des premières fois où des Inuits, on va dire, ou dans l'avion, moi je croisais des Boliviens, vont se rencontrer en tant que minorité. Et je vais rencontrer un groupe de musique à Totonicapán, les coopératives de tissage, certains comédiens et certains militants au Guatemala qui préparent ces rencontres continentales. Un autre voyage avec mon fils, qui est mon fils aîné mais qui avait 8 ans à l'époque, et là je suis parti des États-Unis, le Mexique, Guatemala pendant plusieurs mois. On a marché en fait, on a circulé tous les deux, pris des trains, des autobus, etc., sac à dos, à la rencontre des Indiens. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme reste? Alors ça, c'était terrible, parce qu'on a été dans les réserves aux États-Unis. Ça porte bien son nom, quoi. C'est horrible. Ces réserves, avec le temps, j'ai appris que c'était aussi les endroits où on enfouissait les déchets nucléaires, moyennant finance d'ailleurs. C'est comme le pétrole, les puits de pétrole, tout le pétrole qui sort de ces réserves, les gens ont des rentes, les rentes deviennent... de l'alcool, enfin, c'est des vies absolument détruites, épouvantables, folklorisées, parce qu'effectivement, par rapport aux touristes, c'est un des derniers moments où ces Indiens des plaines peuvent pratiquer leur rythme, et voilà, c'est très proche du folklore. C'est-à-dire que c'est plus vrai, c'est plus vivant, on le fait pour les autres, quoi. On le fait pas pour soi. Et puis pareil, on est parti à la rencontre des Tarahumaras, donc là moi j'étais avec l'idée que Artaud allait nous permettre d'avoir une proposition à faire au Festival d'Avignon 92, parce que moi c'était ça mon idée, c'était
d'arriver à ce que des projets indiens authentiques arrivent au Festival d'Avignon, mais lequel Festival d'Avignon aurait pris fait et cause pour les Indiens. C'est évident. À l'époque, Jack Lang finançait uniquement les choses à la gloire de la conquête. Et puis finalement, on est arrivé au Guatemala et on est été dans des endroits que je n'avais pas encore fréquentés, notamment à la lisière des forêts où vivent des réfugiés, des gens, même des enfants qui sont nés, qui n'avaient encore jamais vu quoi que ce soit qui ressemblait à une ville, un village, qui était caché depuis toujours, depuis leur naissance dans les forêts. Il y avait à peu près 10 000 personnes dans ces cas-là, qui étaient arrosées régulièrement de produits toxiques par des petits avions qui, dès qu'ils avaient une vague idée qu'il y avait un campement à tel endroit, ils les asphyxiaient ou ils les rendaient malades. Des choses absolument atroces. En Guatemala se quema copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar. Babilonia lo va a escuchar a que este sentimiento ay ve que. Donc au bout de 6 ans, parce que tout ça a pris du temps, on a donc financé un spectacle. 30 Indiens sont arrivés à Avignon, avec le seul spectacle de l'histoire des Indiens qui raconte par le menu 5 siècles de leur histoire. Parce que les Indiens ne construisent pas des dispositifs historiques. Ils ont des rituels et ils s'en tiennent à ça, et c'est déjà bien beau que ces rituels existent encore, quoi. Et donc on a incorporé des rituels, alors qui étaient des vrais rituels, mais d'ailleurs avec toutes sortes d'interdictions, par exemple tout ce qui est sacrifices animaux, ça a été absolument impossible, bien sûr, de le faire à Avignon. Mais du coup, ça dénaturait, parce que c'est tout ce rapport complexe, à partir du moment où on travaille sur le rapport entre le rituel et le théâtre, c'est-à-dire que donc, le théâtre fait de la représentation, hein, elle joue que, le rituel ne joue pas. Donc il y a une intention, c'est-à-dire qu'il y a un effet du rituel, comme il y a un effet de la représentation, seulement l'effet du rituel renvoie à des croyances, l'effet de la représentation renvoie à une culture, un savoir, voilà. Donc quand on joue sur les deux niveaux, et c'est passionnant, puisqu'on a toujours dit que le théâtre grec c'était à la fois un théâtre où la dimension dionysiaque avait une place objectif, c'est-à-dire ça faisait partie prenante de la représentation, là je me retrouvais avec cette situation-là. Par exemple, un des acteurs était le véritable prêtre maya du village Quiché d'où on venait. Donc lui, en tant que prêtre, il faisait tout son rituel d'installation. Il y a ce qu'on appelle le palo volador, qui est un truc absolument hallucinant, qui est 4 individus montent en haut d'un mât de 30 mètres, il faut quand même qu'il soit à peu près de 30 mètres, s'attache au pied à une corde qui a été elle-même enroulée autant de fois que nécessaire pour être totalement enroulée. Et à un moment donné, les 4 hommes qui se penchent en arrière et se lâchent, et donc va commencer à tourner les 4 points cardinaux, et on va arriver à un truc absolument gigantesque, et où 7 ou 8 minutes après, les gens arrivent au sol, et dans la tradition, ils s'explosaient, donc les têtes explosaient, donc ils mouraient. Là, ils ne meurent pas. L'érection, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre, du mât est absolument fabuleuse. Normalement, tout le village redresse ensemble ce mât, donc ils le savent que c'est une érection, hein, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et là, il a fallu une grue. Évidemment, je n'allais pas demander aux habitants d'Avignon, on l'a bien demandé, mais personne n'est venu, donc on n'a pas pu le faire. Ça s'est fait avec une grue. Et ils étaient malheureux. Ils n'avaient jamais vu ça. Une grue, le machin était debout, sans rituel. Alors ils ont fait le minimum de rituel, et bon, jeter un peu
des alcools, enfin, etc. Le bout du mât, et donc c'est là où il y a tout l'équipement qui permet que ça... C'est une espèce de roue qui tourne. Donc c'est assez magnifique, hein. Le dispositif est assez magnifique. Il y a une boucle qui est très difficile à boucler quand on est un ancien croyant, donc par exemple dans mon cas catholique, jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est que on a été construit dans un dispositif qui est donc très proche d'un dispositif, par exemple des Mayas, qui ont leur croyance maya, des Incas, des bouddhistes, enfin, etc. On est élevé dans une idéologie, cette idéologie construit notre imaginaire, construit notre langue, construit nos fantasmes, nos peurs, nos enthousiasmes, enfin, on est construit. Bon. Le grand problème, quand on considère à un certain âge, bon, adulte, que ça ne tient pas, ce qui a été mon cas, donc un des effets de 68, moi, ça a été de rencontrer la pensée matérialiste que j'ignorais, que mon milieu social, que le milieu lycéen même, je veux dire, j'étais au lycée Montaigne, puis au lycée Louis-le-Grand à Paris, j'avais jamais entendu parler de lutte des classes. Donc moi j'ai découvert ça, comme on dit, sur les barricades, que par ailleurs je n'ai pas été sur les barricades, c'était pas l'endroit, moi mon endroit c'était l'Odéon, et puis un peu la Sorbonne. Donc c'est quand même en entendant Ho Chi Minh, voilà, US Go Home, enfin, donc, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi cette Amérique? C'est quoi? Donc tout à coup, il y a vraiment une véritable découverte du monde, le même monde que je connais. Moi, je le connais sous le filtre, on va dire, de Gaulle libérateur, des Américains libérateurs de la guerre, mais absolument pas de l'Union soviétique qui a sauvé la planète aussi. Voilà. Bref. Mais le plus important, puisque moi je me passionnais pour la philosophie, et je me destinais donc aux études philosophiques, et ben j'ai rencontré enfin des professeurs de philosophie, notamment à Nanterre, qui t'apprenaient Marx dans le livre. Et Freud, pareil d'ailleurs. Je veux dire, c'est une déflagration dans un cerveau. Alors ça, c'était fantastique. C'était fantastique. C'est une autre lecture du monde. En même temps, j'ai abandonné le peuple de Dieu, qui est mondial. Et puis donc, j'arrive au Guatemala. Au Guatemala, c'est partout. Un Indien un Maya qui coupe un épi de maïs, alors il ne fait pas ça, mais il parle à l'épi de maïs. Excuse-moi, il faut manger toute ma famille, là. Il faut que je nourrisse ma famille, etc. Donc, voilà, je suis obligé de t'arracher à la terre-mère, et je te mets dans mon sac, et la femme va faire des tortillas salées. Il fait la même chose à l'autre, alors il cultive comme ça. Bon, tu te dis, c'est vraiment des vrais tarés, ou alors il y a quelque chose, quoi. Et le quelque chose, en fait, tu le repenses complètement, justement, j'allais presque dire hors idéologie. C'est-à-dire que c'est vrai que quelque part, il arrache quelque chose à la terre-mère pour survivre. Et c'est donc un très bon rapport à la terre. Moi, je vois pas là l'expression d'une simplicité d'existence, d'une bêtise, enfin, c'est au contraire. Il n'y a pas plus intelligent, clair et cohérent et écologique. Donc finalement, c'est une pensée écologique. Et au fond, c'est quelque chose de très apaisant par rapport à la destruction de la planète telle que nous la produisons aujourd'hui. C'est évident que l'Indien, il a raison. La relation capitaliste est une relation absolument ignoble du point de vue de la perspective même de l'humain.
dans le dispositif global. Alors, ça pourrait tétaniser, du coup. On pourrait se dire, bon, alors j'arrête tout, parce qu'effectivement, là... et me tombe dans les mains le bouquin qui vient de sortir de Svetlana Alexievitch en 98, l'automne 98, La supplication, qui est, à travers la pensée, à travers les paroles du peuple soviétique et post-soviétique, la pensée de Tchernobyl. On est dans une pensée punk, voilà, no future, quoi. Bon, la dernière chose qu'ils ont, c'est la parole. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On attend. Hein, et en attendant, eh ben, si on se parlait. Et après, ça, c'est des concours de circonstances, on n'y comprend rien. Pourquoi est-ce qu'on... Je pense que c'est vraiment parce que j'étais préoccupé par cette question, comment faire du théâtre après Beckett, puisque... Pourquoi faire du théâtre si c'est pour faire la répétition de l'acte 2? Pour moi, Beckett, c'est no future, c'est un punk avant la lettre. Voilà. Donc on est sauvé par la parole. Tant qu'on a quelque chose à dire, même si on dit qu'on est en train de dire qu'on attend, eh ben, on tient le coup. Et on peut tenir le coup 2 actes, 3 actes, 4 actes, la vie entière. Vaščuk, Kibjenok, Titjenok, Bravi, Chichura. Ils étaient tous de garde cette nuit-là. Est-ce qu'ils vont vivre? Veulent voir là même un événement mystique. Personnellement, je ne suis pas sur cette longueur d'onde, et il me semble que Bruno non plus. Pour lui, c'est plutôt le théâtre de l'absurde. Comment ça qu'on ne peut pas cueillir des baies ou des pommes? Voyez comment ça qu'il faut se séparer de ces animaux domestiques, qu'il faut tuer son chat ou son chien parce que ce sont des sources de radiation. Ce danger qui est un danger invisible est réellement invisible. C'est-à-dire, vous allez dans la zone, moi j'étais partout dans cette zone interdite, et au fond vous ne voyez rien. C'est-à-dire, vous voyez une ville complètement abandonnée, vous avez le compteur Gégère avec vous, le compteur stridule. Nous savons intellectuellement, parce que le compteur nous le dit, qu'il y a un danger, mais ce danger, on ne le sent pas, ce n'est pas des balles qui sifflent. Donc, c'est une ville un peu spéciale, mais de nouveau, vous voyez, c'est pas... il n'y a pas de monstres qui se promènent, il n'y a pas... C'est une parfaite banalité et presque, je dirais, innocence du mal. Pour les gens qui sont directement confrontés à cette vie, le problème perdure. Il y a eu quand même près d'1 million de liquidateurs, d'ouvriers, d'ingénieurs, de soldats. L'idée était de remettre en marche la centrale et de nettoyer la contamination radioactive. Et à l'époque, les techniques étaient un peu bâclées. Il y a beaucoup de fausses couches spontanées, il y a la fertilité masculine aussi qui est en baisse. Donc, en tant que population biologique, c'est une population qui sera diluée et dont une partie n'aura pas d'avenir. Parler de Tchernobyl, comme parler de Fukushima,
comme parler de la pollution que subit toute la population terrestre, ont simplement montré sur quel volcan nous sommes tous assis. Bien entendu, tout ce qui dérange ces projets purement commerciaux n'est pas bon à entendre. Nous vivons dans une société où la France, qui est un pays hautement nucléarisé, a peut-être des opportunités de vendre les centrales nucléaires. Ce sont des questions politiques, éminemment politiques, parce que nous vivons dans des sociétés marchandes. Nos gouvernants sont gouvernants à court terme, alors que les problèmes écologiques sont par définition des problèmes à très long terme. Il y a un moment où les choses vont tellement loin que vous-même vous vous retrouvez dans une situation où voilà, vous êtes devenu résistant. Résistant, ça ne veut pas dire qu'on gagne. Hein. Et résistant, ça ne veut pas dire que la lutte est courte. Hein. C'est pas, c'est une posture, ça devient une posture philosophique. Voilà, on est là, on fait des choses, personne ne le sait, mais on continue quand même. C'est comme, je ne sais pas moi, vous avez des gens qui tous les jours se lèvent et ont un rituel. Que ce soit taper sur un tambour comme au Tibet, là, enfin voilà, il y a des rituels. Bah, si vous cessez de les faire, tout s'écroule. Vous continuez. Considéré comme étant de son devoir de ne pas se taire sur les conséquences de la catastrophe, d'étudier la contamination de manière à aider les gens à s'en sortir, enfin en tout cas à vivre dans la contamination. Une des choses qui m'a permis de faire ma thèse aussi en partant en Biélorussie pour exhumer des archives sur place, enfin, c'est aussi d'essayer, en tout cas de travailler avec des gens de terrain. Moi j'avais fondé une compagnie 10 ans avant, donc je travaillais aussi pratiquement au théâtre. J'avais une double casquette, on va dire, à la fois théorique, à la fois pratique. À l'époque ça se jouait à Exetheart, qui était un lieu alternatif, on va dire, à Clermont-Ferrand. Et c'est progressivement, en fait, que l'idée d'emmener ce spectacle en Biélorussie est née. C'est moi qui emmenais Bruno en Biélorussie, finalement lui servant aussi de guide pour le quotidien, pour voilà, comme on se retrouve dans un pays, on ne parle pas la langue, on n'y connaît personne, etc. Donc du coup, oui, mon statut a évolué. Je me suis retrouvée avec une posture de femme orchestre, on va dire. Sur le terrain, on s'est très vite rendu compte que le fait même de parler de ce texte, d'amener ce texte en Biélorussie, posait un problème majeur. Et puis on a fini par trouver un lieu qui à l'époque était le théâtre de la jeunesse de Minsk. Et monter, c'est-à-dire remonter en Biélorussie, en français, en russe et en biélorusien. Et puis à Gomel, on fera un festival. Ma compagnie était aussi complètement partie prenante à l'époque de cette histoire. Le théâtre de l'Esprit de Sel a joué à Gomel dans le cadre de ce festival, pour faire en sorte que ce festival puisse exister. Et ça a été d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, sa dernière représentation. C'est-à-dire qu'après, on a été obligé de mettre la clé sous la porte. Il se trouve qu'en fait, on a eu la bonne idée d'arriver en Biélorussie avec ce projet, au moment où l'ambassadeur en poste, qui n'était pas là depuis très longtemps, avait invité une délégation de l'ONU qui venait expliquer aux populations de Gomel que les petites doses de radioactivité ingérées au quotidien, c'était pas grave. On a très très vite été considérés par les autorités françaises comme de dangereux, oui, des gens dangereux à qui on devait, qu'on devait faire taire en fait. C'est-à-dire que quelques mois avant de partir, on s'est rendu compte que le théâtre avec lequel on avait négocié à Minsk se désistait. Svetlana n'était pas vraiment attendue ni désirée sur le territoire, justement parce que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à sortir les cadavres du placard. Elle avait été qualifiée à l'époque d'espionne de la CIA, enfin je veux dire, ça avait été quand même assez loin, elle était en exil à l'époque quand même. Hein. Donc, la première chose qu'on nous disait c'est « mais enfin c'est politique ce que vous voulez faire ». Et autant moi que Bruno Boussagol à l'époque, je pense qu'on est deux vrais teignes dans notre genre.
Et il n'était pas question de ne pas le faire. Si on avait été joué en forêt, on se serait tous retrouvés arrêtés, en tôle. Enfin bon, je pense que ça aurait été... Non, il fallait faire les choses le plus légalement possible. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. Et un autre théâtre s'est présenté quasiment de lui-même, qui était le théâtre de la dramaturgie biélorussienne, et qui a dit « je vais gérer les Français ». Le directeur du théâtre nous a dit « bon, vous savez ici, on ne peut pas montrer les spectacles comme ça. Hein. Je veux dire, il faut passer devant un Khutsoviet, c'est-à-dire un conseil artistique. » Donc, on avait fait toute la mise en scène. On était à 3 jours de la première. Enfin, je veux dire, donc, les comédiens ont joué la pièce devant toute l'huile du théâtre de Minsk. Bon, le spectacle durait 2 heures déjà. Hein. Donc, ensuite, on s'en est repris pour 3 heures. Hein. 3 heures de questions, c'était une soutenance de thèse. Hein. C'est-à-dire que du coup, sur cette scène de conseil artistique, on avait Svetlana en russe, Bruno en français et moi en biélorussien. Et les gens des arts de Minsk, enfin, je veux dire, ces gens-là, ont été complètement bluffés de voir ces 3 langues sur le plateau en même temps. Donc ça a fait le tour de Minsk. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'à partir de ce moment-là, et c'est de la bouche de cette conseillère culturelle que j'ai appris, donc ce n'est pas une petite source, qu'un conseil de guerre, et je pèse mes mots, c'est exactement le terme qui a été employé, a été organisé contre nous à l'ambassade de France à Minsk. Fête du théâtre. Si à ce moment-là on n'avait pas compris que le théâtre est une chose fondamentalement politique, on avait l'impression de manipuler un art secret défense, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on est dangereux, quoi. Qu'est-ce qu'on est dangereux, c'est incroyable, à 10, là, comme ça. On est juste pauvre en plus, hein. Enfin, je veux dire, sans production derrière, enfin, sans réellement avoir de subventions, d'aide institutionnelle, etc. Ça a été à un moment donné, on va aller jouer pour les morts à Pripyat. Voilà. Et moi, j'ai dit non. Non, parce qu'on ne joue pas pour les morts. Enfin voilà, là, ça va. Pour moi, c'était du délire. On joue pour les vivants, c'est la catharsis. Ça permet de réparer. La littérature ne fait pas ça. Le théâtre le fait. Qui ne rentrent pas dans les, enfin, dans les rangs. Donc là maintenant, c'est vrai que toute cette vision-là du théâtre, ben, on n'en veut pas. Les politiques ont peur aussi. Je veux dire, Bruno, quand il a fait, en tout cas beaucoup lié sur le nucléaire, puisque depuis plusieurs années, alors c'est vrai aussi que Bruno s'est mis là-dedans. C'est vrai que si il n'avait pas, depuis plusieurs années, travaillé sur le texte de Svetlana Alexievitch, il ne s'était pas, mis ça aussi comme étiquette, peut-être que ça aurait été différent depuis toutes ces années. Je dirais que depuis 10 ans, ça a été beaucoup plus lourd pour moi, parce que c'est vrai qu'avec le déconventionnement de la DRAC, il a fallu obligatoirement revoir la politique de Brut de Béton Production. On ne pouvait pas faire autrement. Et là, effectivement, j'ai donné plus de moi-même, ou parfois c'est effectivement lourd. Je ne vais pas dire que c'est pas lourd, parce que c'est beaucoup de temps à consacrer. Et de toute façon, on a même rebondi, parce que c'est du coup dans ces périodes-là que Bruno, je veux dire, il s'est dit il faut faire quelque chose. À ce moment-là, il y a eu Women 68, même pas mort. Je te le dis direct, Michel. Même pas mort, mais 68, Michel, même pas mort.
J'ai 100 000 ans, nous sommes des milliers. Et c'est pas des petits cons qui vont nous empêcher de remettre ça, parce que oui, on va remettre ça. Même pas mort, mais 68. Rat system fuck. Je voulais crever le 13 mai. Je voulais crever en écoutant Janis Joplin dans Massim Camille. Je voulais vivre. Je voulais crever. Je veux vivre. Je veux crever. Rat system fuck. Ce jour-là, le 13 mai, j'ai arraché un rapport de force avec un couteau à gruyère que j'ai mis là sous ma gorge. Là, comme ça, en menaçant de me suicider, j'ai dit, moi, je veux être libre de mon corps. Si j'ai envie de manger une banane, je mange une banane. Si j'ai envie de manger 2 bananes, je mange 2 bananes. Sinon, je jette ma banane. Alors, c'est qui le roi? Maintenant, après, c'est vrai que comme parfois il est un peu démesuré, même beaucoup dans la démesure, faut pas que ça fasse peur. Donc, il remue, bon, et puis faut que ça avance. Je veux dire, mais que ça avance pas que dans les projets, c'est dans les idées. Bruno est vraiment quelqu'un, je veux dire, qui a une idéologie, une morale, une éthique, et il la met en pratique. C'est aussi pour ça que je l'ai suivi pendant toutes ces années, parce que Dieu sait qu'il y a eu des fois, je veux dire, on a pu se confronter. Je suis la sœur de Bruno, la sœur de Bruno. Ni lui, ni moi, on baissera les bras. Musique. Article 1. La droite réformiste capitaliste doit cesser la récupération politique et médiatique du mouvement féministe au profit de la logique libérale. Un soutien-gorge brûlé. Article 2. Il faut que la gauche cesse d'avoir peur des femmes et ne fasse pas semblant de nous aider. 2 soutiens-gorge brûlés. Article 3. Reconnaissance du génie de la génitalité géniale des femmes partout dans le monde. 3 soutiens-gorge brûlés. Article 4. Nous demandons seulement un peu d'amour pour nous protéger du chaos. A piece of love. Il y a aussi cet endroit de l'échec. Travailler à l'intérieur de l'univers psychiatrique, travailler au plus près de la clochardisation, de l'extrême pauvreté, vraiment de la marginalité la plus brute, quoi, la plus extrême. Être aussi dans ce choix formel extrêmement radical où c'est pas évident de rentrer dans un spectacle de Bruno. Ça peut être assez peu séduisant. Ça peut rebuter aussi, ça peut révolter, ça peut ennuyer. Enfin bon, c'est pas, y a rien de consensuel dans son travail. Le fait que c'est exister en soi, de toutes les façons, crée un espace qui rend la chose possible. Donc c'est ça le plus important. C'est au cœur de la réflexion. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui reste dans l'ombre de l'histoire théâtrale. Ce qui s'applique ici dans mon travail et au sein d'édition et de recherche, c'est de tenter de ne pas faire une histoire des grandes figures, de faire une histoire des pratiques, de faire une histoire qui justement interroge les hiérarchies qui sont extrêmement puissantes en France, et de comprendre déjà qu'est-ce qui les construit, comment elles sont construites, comment on participe soi-même à leur construction. Et après, voilà, de tenter en effet de les remettre en cause. Orchamps-sur-l'Île, par exemple, qui n'est pas... Alors, ce n'est même pas le off du off, mais en effet, il s'agit... Et j'ai du mal à employer le terme festival, parce que la question festivalière, elle est terrible, quoi. Et justement... du point de vue de l'activité artistique au sein d'une société. Le Off, par exemple, d'Avignon est une foire d'une violence ultralibérale assez effrayante et incarnée par cette histoire de mur, quoi, avec le in dans ces murs, comme ça, il y a vraiment quelque chose d'une incarnation architecturale de la lutte des classes qui est extrêmement violente. Et on était donc en 2001.
Et c'était très important d'être là, c'est-à-dire d'être sur ce lieu de la CCAS, avec la CCAS, avec la CGT, avec Cassandre, avec les artistes de hors-champ, dans leur diversité, mais même dans cet endroit-là qui tentait justement de s'extirper de la marmite avignonnaise et de la division et de cette lutte avignonnaise. C'était quand même une accumulation de spectacles les uns après les autres, des mises à côté qui pouvaient être un petit peu qui pouvaient être étranges quoi, et problématiques et vécues violemment. C'est-à-dire en gros les chômeurs, les malades mentaux, les roms, les danseurs, des marginaux. Enfin, dans ce bouillon, avec tout ce que ça a de génial et problématique à la fois, quand j'ai découvert le travail de Bruno, il y avait comme un moment de silence, quoi. Quelque chose tout à coup qui échappait au bruit, quoi. Qui était très calme, qui était très dérangeant, mais vraiment dérangeant. En 2003, 2 ans après, la trilogie des femmes prolongeait complètement cette rencontre. On allait au Colibri, et puis évidemment, quand la grève, la réforme du statut a été signée, etc., la grève s'est dessinée, il était évident qu'on allait faire la grève et qu'on allait l'habiter, quoi. La grève n'était pas de disparaître. Au contraire, c'était d'être encore plus visible. Le IN a été donc annulé, je me souviens bien, et le lendemain, ils étaient tous partis. Avec une assurance aussi d'être payés, avec des salaires, mais c'est pas du tout le cas du off. Alors déjà, les stars étaient partis, donc les médias étaient partis. Donc après, on est resté entre nous, quoi. Au moment, je crois que c'était autour du 14 juillet, où il est clair qu'on ne jouera pas du tout, et donc il n'y aura aucune rentrée d'argent. Nathalie Van Roo, Nadège Pregnard, moi-même, on a été payés. Et je pense que Bruno a totalement conscience que c'est l'avenir de sa compagnie qui est menacé, avec des équilibres financiers qui sont le résultat de décennies de travail, d'engagement. En 2014, il n'y a pas eu de 2003. Et peut-être qu'il n'y aura plus, pas avant longtemps, à nouveau un 2003. Bruno m'avait dit, je ne viendrai jamais à Avignon, Avignon c'est de la merde, Avignon c'est ceci, Avignon c'est cela. Et il disait, moi je veux être en dehors de tout ça. Et quand on s'est connus, il m'a dit, bah, j'aimerais venir chez toi. J'étais énormément marquée par Bruno parce que c'est quelqu'un qui est capable d'entraîner les gens dans sa propre folie, entre guillemets, je le dis avec beaucoup d'amitié et d'amour pour cet homme. Bon, moi j'ai souvent et beaucoup travaillé dans ma vie avec des équipes hors institution et qui ont aussi créé des lieux ou des espaces ou des compagnies hors institution. Et je pense que Bruno en est l'exemple absolu, peut-être l'exemple extrême. C'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis, donc forcément ça ne se passe pas toujours très bien, mais en tout cas il a une exigence dans son travail, il a une ligne artistique. C'est quelqu'un qui se réalise aussi dans le combat. Je veux dire, si montait des spectacles en plan, je pense pas qu'il se réaliserait. Il se réalise aussi dans la difficulté, contre les choses, à côté des choses. C'est pas parce qu'il n'a pas fait la une de Libé, et je sais que parfois il a vu des articles dans Libé ou du Monde ou je ne sais quoi, qu'il n'existe pas. Il existe bel et bien évidemment. Bruno a marqué un public, une époque, une région. Il a fait des choses formidables. Au Colibri, pendant toutes ces années, je me suis efforcée de choisir les spectacles, ce qui n'était pas le cas dans la plupart des théâtres du off. J'étais ô combien ravie et motivée pour le défendre. Donc quand il est venu en 2003 avec les 3 solos de femmes, bon bah là
Là, on entre dans le vif du sujet. On est rentré dans l'année de tous les dangers, de toutes les difficultés et aussi de toutes les prises de conscience. Ça a été le chaos absolu, mais ça a été aussi la possibilité d'ouvrir des espaces de parole, de rencontrer des gens incroyablement forts. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait une AG avec 150 personnes. C'était pas à moi de dire si on devait être ou pas en grève. C'était à chaque compagnie de se positionner. Ceux qui voulaient jouer, il fallait les laisser jouer. Ceux qui voulaient faire la grève, il fallait qu'ils puissent faire la grève. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et on a créé, avec Bruno et d'autres compagnies de l'époque, qui étaient plutôt ceux qui étaient pour la grève, on a décidé de laisser au contraire ouvert le théâtre, et on a créé un événement qui s'est appelé Tant qu'on tiendra. Pendant ce temps, le temps qu'on tiendrait, le temps qu'on a tenu, le théâtre était ouvert jour et nuit, 24 heures sur 24, et les gens, les compagnies, les artistes ont fait ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le spectacle qu'ils avaient prévu de faire, autre chose, des débats, des essais, des gueuloirs, etc., etc. Donc ça a été politique. Ça a été politique dans le sens où des gens se sont mis à parler non seulement de la question de l'intermittence, mais aussi d'autres questions dans cet espace-temps qui était le mois de juillet 2003. Je pense que Bruno et moi, on n'était pas d'accord sur certaines choses, sur comment faire les choses, sur comment les organiser, mais je sais avec le temps qui a passé que Bruno a été un allié et que j'ai été une alliée pour Bruno parce qu'on s'est parfois affrontés, parfois pas compris, mais on s'est extrêmement respectés. Et encore aujourd'hui, 11 ans après, je pense que Bruno et moi, on est... voilà, c'est un temps qui nous a marqués et qui nous a sans doute peut-être séparés pendant le temps du festival, mais qui nous a, je dirais, rapprochés. C'est à la vie et à la mort. Mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas... C'est quoi la réussite? C'est quoi l'échec? Je pense qu'il faut prendre un peu la distance des choses. Et la déception ne pourrait être que si on ne trouve pas son public, on ne fait rien de juste par rapport à son engagement. Donc Bruno, moi ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il ne faut surtout pas être comme lui, voilà. Parce qu'il est radical, il a une grande gueule, il dit tout ce qu'il pense et il est sans arrêt puni. Je me dis, tiens, il faut mieux être brechtien et un petit peu malin, et un petit peu sinueux, et un petit peu... pas hypocrite, Brecht n'était pas hypocrite, mais... Avec Bruno, on se disait toujours, il me dit encore, il faut qu'on écrive un livre. Mais je dis, mais non, je ne peux pas l'écrire ce livre, sur le théâtre d'aujourd'hui. Parce que moi, je joue encore dans le théâtre d'aujourd'hui. Si je crache trop dans la soupe, je ne pourrai plus jamais jouer. Pourtant, c'est notre rêve. Je lui disais, écoute, moi, je connais plein de choses, par en dessous, tu vois. Je voudrais bien les raconter, mais je ne peux pas les raconter. Je ne peux pas les raconter parce que les gens m'en voudraient énormément, tu vois. Je dis, je demande transparence sur les salaires des directeurs de scène nationale, mais voilà. Parce que je crois qu'il y a des scandales là-dessus, mais voilà, je ne suis pas une vie plénelle, je ne peux pas le faire. Je sais bien que les scènes nationales, quand ils annoncent leur fréquentation, il y a 64% d'élèves, 64% de scolaires, que c'est un scandale. Là, il y a un scandale qui vient de sortir sur le Pilware, bon, avec ses 5 cartes bleues, 160 000 € de frais de mission. Moi, je voudrais bien écrire là-dessus, je voudrais bien montrer à quel point c'est un désastre le théâtre public. Il dit, il faut qu'on le fasse. Donne-moi les éléments. Moi, j'ai pas les éléments, je suis pas journaliste, mais c'est sûr que Bruno et moi, au moins là-dessus, on est en complète harmonie pour dire, le théâtre, il y a quelque chose de détestable qui se passe dans le théâtre, c'est un véritable scandale. Mais peu à peu, tous les deux d'ailleurs, on se retrouve sur les positions du Front National. C'est-à-dire Marine Le Pen et ses acolytes, ils disent le théâtre public, ce sont des coquins,
hein, des fifs et coquins, qui font tout entre eux, qui se donnent les places, qui s'échangent les places, c'est un petit monde, ils se partagent les subventions, etc. Hein. Mais ils ont raison, c'est ça le problème. Alors maintenant, quand le Front National dit quelque chose, tu ne peux plus le dire, alors on est bien dans la merde, hein, parce qu'on devient populiste, etc. etc. Hein. Voilà, mais c'est un peu ce qui me rapproche de Bruno, c'est cette perpétuelle envie de gueuler et de crier, hein, et de ne pas pouvoir le faire. Alors lui, il le fait un peu de temps en temps dans les rues de Cassandre, où il est un peu saignant, moi j'essaie, mais il était tellement vite blacklisté aujourd'hui, c'est un monde tellement de mafioso, où quand tu montres que tu n'es pas de leur sérail, tu es mort, c'est très, très, très complexe. Il y aurait besoin de remettre en question les budgets des institutions, de tout remettre à plat et redistribuer autrement. Les institutions sont budgétivores, salarient une équipe importante et la part de l'artistique, on dit toujours la marge artistique. C'est dramatique de dire la marge artistique. C'est pas la marge, c'est la marge qui doit tenir la page. On lui supprime les subventions. Il a aussi perdu sa convention il y a déjà presque une dizaine d'années avec la DRAC de Clermont-Ferrand, à cause d'un crétin de conseiller théâtre qui considérait pas son travail, alors qu'il n'était même jamais allé voir. Et ça, je crois que c'est très très grave. Quand on n'a pas la mémoire, tu vois, il faut quand même considérer toute la trajectoire. Et puis, il y a une tendance aussi dans ce ministère actuellement, c'est dès que quelqu'un vieillit, voilà, on essaye de le mettre au rencard, soi-disant pour laisser la place à des jeunes, ce qui n'est pas du tout vrai. La lutte des places dans la culture, c'est un truc terrifiant. Et tout est paramétré, il y a des cases, tu dois répondre maintenant, les noms des subventions, c'est des questionnaires, et si tu ne corresponds pas à la case, t'es mort. Et Bruno, il est hors case. Parce que je ne peux pas le classer, moi. Parce que oui, bien sûr que c'est du théâtre politique, parce que c'est du théâtre documentaire. Je ne connais pas sa case, moi. Du théâtre documentaire, du théâtre rebelle, du théâtre... Je sais pas. Oui, mai 68. Je sais pas, je connais pas sa case, moi je sais pas. D'ailleurs, il a un style, mais il change. Parce que j'ai vu des trucs à Avignon où c'est deux femmes seules qui parlent dans le noir, c'est assez émouvant, de Tchernobyl. Après j'ai vu ce truc sous chapiteau, c'est une sorte de fête. Après j'ai vu Woman 68, c'est déjanté. Tu dis pas, celui-là il fait du boussagol. Il a pas... Il invente à chaque fois. C'est sa personne, son style, sa personne de sorte de révolté permanent. De révolté permanent contre la culture. Il faut le faire, retourner à Tchernobyl pendant 10 ans, ramener des acteurs de là-bas. C'est un obsédé. Il a pris des risques incroyables. C'est un obsédé complet. C'est un obsédé qui en veut, c'est bien. Et on a besoin de personnes comme lui. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien, dès qu'il écrit, j'aime bien parce qu'il y va, il fonce, il parle. Alors là, il y a une énorme générosité chez lui, il y a une énorme radicalité, mais tous ces gens-là le payent cher. Non, j'ai pas l'âge comme ça, moi, on a dit au ministère, attends, si vous nous virez parce qu'on est vieux, on casse la figure, là. Non, tu nous vires parce qu'on est plus créatif artistiquement. Hein? Si on n'a plus de sperme, bon, il faut arrêter, mais on en a encore, c'est ça le problème. C'est ce que j'aime chez Bruno, c'est ce qui me passionne, c'est ce rapport au contemporain, ce rapport aussi à un côté libertaire. Alors ce que j'aime bien, c'est que le côté libertaire chez lui est hyper cadré d'une certaine... Enfin, il n'est jamais d'un romantisme facile, il n'est jamais d'une utopie mièvre, mais il y a un vrai rapport au libertaire. J'aime toujours d'ailleurs son féminisme, son rapport aux femmes, et le fait qu'il s'intéresse à des gens comme Virginie Despentes, à Béatrice Preciado, à Nadège Pugnard, voilà, son rapport aux femmes. J'ai bien aimé qu'il balaye, qu'il se situe nettement critique vis-à-vis d'une certaine tradition Malraux-Villard de démocratisation, et sur un autre terrain, ça m'a beaucoup plu aussi. Certains feront parler d'une certaine limpidité, je les retrouve là. Je n'étais pas vierge de toute pensée politique sur le théâtre, mais par exemple, c'est presque Notre-Dame-des-Landes ici.
Je peux ne pas être toujours de son avis, mais j'en ris, et puis je trouve que les cibles sont souvent pas trop mal choisies. Enfin, je trouve qu'il a raison d'être corrosif. Et sur un certain ronronnement, j'allais dire du théâtre actuel, mais on est toujours pas nuancé quand on lance ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, quand il attaque Jean-Michel Ribes, je trouve qu'il a parfaitement raison. Et je pourrais citer quelques autres de ses cibles. Je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un de tranchant, oui, on peut dire tranchant. Puis alors, il y a quelque chose aussi avec ces chroniques, c'est qu'elles sont drôles. Et en même temps, le tragique est également présent, mais sous une autre forme. Et il y a quelque chose qui se détache de ça. Bruno est profondément hanté par l'idée de la mort, par l'idée du destin humain, par l'idée du tragique humain. Il y a une dimension des clowns de Beckett, ou de la manière dont Vladimir Estragon peut être clownesque. On est dans quelque chose finalement de l'ordre du comique grinçant, mais qui lui ressemble assez aussi. Une histoire absolument savoureuse, c'est qu'à un moment il tournait, alors je ne sais pas s'il tournait avec, aujourd'hui ça s'appelle pas, s'il tournait seul, mais en tout cas on lui posait toujours la question du public. Et qu'il avait décidé que dans ces salles il installait des mannequins, et que comme ça il y avait du public. Et quand on lui disait mais il est fictif, il disait oui mais de toute façon ce qui se passe sur la scène est fictif aussi. C'est une boutade bien évidemment de Bruno, il s'est beaucoup amusé avec ça. Mais je pense que ce qu'il symbolisait à travers ça, c'était le refus absolu d'être en revanche dans une démarche de consommation culturelle et d'évaluation où on compte le nombre de gens dans la salle. C'est-à-dire que là, mettre un public fictif de mannequins dans la salle, c'était, vous voulez de la consommation culturelle, vous voulez vraiment compter les gens dans la salle, eh bien allons-y. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le travail qu'il fait en profondeur, et je ne sais pas s'il faut appeler ça envers des publics ou des populations. Dans ce paysage dit culturel et artistique, en France, il y a cette existence de personnages qui, à d'autres époques, auraient peut-être été effectivement des moines, qui savent, avec une minutie et un talent complètement incroyable et spontané, donner de la valeur à ce qui est difficile, à ce qui est douloureux, à ce qui est abîmé, et parler de la richesse de ça, la richesse de la déchirure, la richesse de la souffrance, la richesse du manque, en inversant complètement, comme un photographe qui mettrait le noir à la place du blanc, en inversant complètement l'image habituelle de ce qui est riche et utile et fertile et fertilisant pour nous. C'est toujours à l'intérieur de la démarche artistique, forcément, cette affaire de richesse de la difficulté. Mais ça n'est pas toujours porté de façon aussi évidente et aussi volontariste. Chez Bruno, il y a une appétence, un plaisir, une soif d'aller là où c'est difficile, là où c'est douloureux, là où si c'était encore un peu plus difficile, ce serait encore un peu plus désirable encore. Et c'est très très intéressant parce que ça marche, parce que on voit bien la relation avec Beckett par exemple, cette manière de perdre, de se débarrasser de tout ce qui ne tient pas et d'aller vers ce qui est de plus en plus cruellement désolé, finit par produire une beauté absolument étonnante, en effet. Donc ça n'est pas du tout paradoxal, enfin c'est peut-être paradoxal, mais ça n'est pas du tout contradictoire. C'est en réalité une esthétique au sens fort du mot, n'est-ce pas ?
au sens étymologique du mot, c'est-à-dire que ça nous traverse émotionnellement complètement, et c'est au niveau des sensations que ça se passe. Mais c'est une esthétique au sens plein du mot, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire le choix d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire d'aller dans le chemin inverse. On pourrait appeler ça le chemin inverse. Et de continuer à chercher là où les apparences font qu'en général on abandonne. Les apparences une désolation qui ne serait que désolation, n'est pas une désolation banale, une désolation commune, n'est pas extrêmement désirable. Donc il faut continuer à creuser dans cette désolation jusqu'à ce qu'elle soit porteuse d'une beauté absolue et incandescente. Et je pense que c'est le travail du poète et c'est le travail de Bruno. Dissiper le brouillard, sentir le côté noir qui éclaire la grande histoire et que personne ne veut et ne peut voir. Effet miroir, et face au beau miroir, il répète la même histoire, sans son côté noir qui ne veulent jamais voir. L'histoire a sa propre histoire, celle qui s'est imprimée dans ton terroir. Aucun effet miroir dans cette façon de voir, donc brise ton miroir et à l'envers parcours ton histoire pour mieux tout voir. Le côté noir ne s'imprime ni dans le miroir, ni dans les manuels d'histoire. Il ne se laisse voir que dans le mar du café noir, ascète mais avare et de plus en plus bavard, esclave et producteur et de plus en plus hagard, et Karl Marx qui sort de son miroir avec le manifeste de notre histoire. Voilà ce que tu vas voir, alors qu'accouché au comptoir, face au beau miroir, tu dégustes enfin ton café noir et dans le mar, le côté noir qui accompagne ta petite histoire. Mais sachez-le, viendra le jour où le noir quittera le mar pour cohabiter avec le clair dans les manuels d'histoire, afin de nous mettre un peu plus de lumière pour mieux tout voir. Tandis que le requin et le dauphin qui sont toujours dans leur bassin, face à cette ultime question, l'Orient et l'Occident sont-ils indifférents, impuissants ou incompétents? La question reste posée. Merci. Ta vie, tu me l'as déjà servi. Si t'as des trous de mémoire, pas la peine de le faire voir. Je la connais par cœur, c'est la même que ta sœur. Toujours la même chanson, je la connais à fond. C'est toujours le même disque, mes petites odalisques. Tourner en rond, 33 petits tours et puis s'en vont les fredaines, restent les rengaines. Alors s'en vont les amoureux, rêver à la chaleur du pieux souvenir de celles qui furent un jour infidèles, parce qu'elles en avaient assez d'entendre sasser. Toujours le même disque, mes petites odalisques, tourner en rond, comme tourne ma chanson. Toi qui as la bague au doigt, si ça te gêne enlève-la, et tu pourras au lit oublier ton mari. Les rythmes américains nous mettront dans le bain, on tournera en bourrique. Je connais la musique, c'est toujours le même disque, mes petites odalisques. Tourner en rond, 33 petits tours et puis s'en vont en Espagne, dans nos cars champagne. Les châteaux que nous avons rêvés, en nous rappelant le temps passé à faire et refaire l'inventaire de tout ce qu'il y avait juste en dessous de vos dessous. C'est toujours le même disque, mais qu'est-ce que tu risques, puisque tu sais que c'est du bidon, tu n'as qu'à pas te donner à fond.